Pendant près de 20 ans, j'ai dû passer la moitié de ma vie sur l'eau. Embarqué relativement tôt dans la voile de compétition, il y eut ensuite l'équipe nationale, et puis séries olympiques, et puis course au large. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je n'avais aucun intérêt pour la croisière, seule la compétition comptait, parce que je me la représentais comme cet instant d'équilibre extraordinairement privilégié où tout l'art consiste à ne rien faire, à laisser faire et à lâcher prise devant l'énormité de cet environnement. Par gros temps, on me disait zen. Même pas peur. En tout cas, dans cet environnement, j'avais la possibilité d'être totalement présent à ce moment d'équilibre. Je voyais le premier, un nœud se défaire. Je voyais une opportunité à rentrer. J'étais totalement présent, totalement conscient. Et puis il y a eu les études un peu chahutées, en tout cas à l'école, même très chahutées. Ben oui, tout était dans le contrôle. C'était pas ma pratique de la vie. Tout était dans le contrôle et dans la maîtrise. Puis j'ai eu la chance malgré tout de faire des études supérieures que j'ai réussi. J'ai fait des études polytechniques et puis des études commerciales. Un prétexte extraordinaire pour passer mon temps évidemment à naviguer, le statut privilégié de l'étudiant. Entre les examens et les travaux pratiques, ben, mon coéquipier et moi, on a même prolongé nos études artificiellement pour rester dans le circuit professionnel. Et un jour, on s'est dit, on va transformer tout ça. On va transformer notre association sportive, Sailing Team, pour en faire une société commerciale avec pour ambition de... Comment avions-nous formulé ça? Voilà. On s'était dit, nous allons accompagner les équipes de direction des grandes entreprises pour transformer leur culture et changer l'économie pour l'amener à plus de justesse. Du haut de nos 25 ans, moi je trouve ça, je suis assez fier. Nous avons acheté 10 bateaux, sans un franc à l'époque, non, sans un euro en poche, je ne sais plus, non, sans un franc en poche à l'époque, et ça a pris. Nous naviguions beaucoup plus qu'avant, toujours en compétition, mais cette fois-ci, les compétitions que nous organisions pour nous-mêmes, pour nos clients, qui en général n'avaient jamais vu ça de leur vie, pour nos décideurs. Alors la mise en situation était plutôt interpellante, c'est évident, et petit à petit, notre questionnement après les navigations, devenait de plus en plus puissant. 15 ans plus tard, 25 bateaux en France, en Belgique, en Espagne, près de 300 skippers qui encadrent nos décideurs, nos cadres en une dizaine de langues, qu'ils viennent d'une trentaine de pays. En tout, ils seront 50 000 à embarquer, 30 000 entre 2005 et 2007 dans le cadre de la très prestigieuse America's Cup à Valencia. Réputation en béton, position de quasi-monopole. Pas une dette. Nous sommes vraiment les rois du monde à ce moment-là, d'autant plus qu'en 2007, la Coupe est gagnée à Valencia et est annoncée pour 3 ans encore là-bas, c'est dire si la vie était rose. Et ça arrive. La crise financière de 2008 réduit notre chiffre d'affaires de 90%. En 2010, je dépose le bilan. Nos clients étaient essentiellement des grandes entreprises financières, des grands consultants. L'America's Cup s'embarque dans un imbroglio juridique qui l'emmène aux États-Unis. Bref, le château de cartes s'effondre. Le château de cartes s'effondre et je me retrouve là, dans une situation où il ne reste plus grand-chose, où je suis amené à faire face aux émotions de mes collaborateurs, de la tristesse, de la colère. Je vais en fait être très endetté parce qu'évidemment je mets beaucoup trop de temps à déposer le bilan, ma caution personnelle est élevée. Bref, il n'y a d'autre solution
que de retrouver de la simplicité, d'aller à l'essentiel. Je suis plus souvent à la maison, plus de bureau, plus de voyages, plus de bateaux. Il faut vivre sous la rémunération, sous base de la rémunération de ma femme et sur base et avec 3 ados à la maison. Alors je reprends cette posture dont je vous parlais tout à l'heure, du marin dans le baston. Même pas peur. Même pas peur parce que, au-delà de l'émotion, de la tristesse, il y a en fait cette possibilité d'être totalement d'être totalement présent à ce moment, de m'ouvrir, de voir, de rien laisser se dégénérer autour de moi, surtout pas la relation avec mes plus proches. Et puis évidemment, comme toujours, après le mauvais temps, l'éclaircie apparaît. Le monde s'ouvre. Il va s'ouvrir dans un premier temps sur base de quelque chose que j'avais voulu faire depuis très très longtemps, puisque l'abondance du temps m'était donnée. Je me suis formé, je me suis perfectionné au coaching et surtout, je découvre la spiritualité joyeuse dans un monastère en Syrie. Et je vous assure que c'est vraiment un concept pour moi, étant terriblement rebelle par rapport à mon éducation judéo-chrétienne. L'ouverture sur le monde se présente. Je laisse venir à moi ce qui doit venir. Je lâche prise. Je décide d'en faire moins pour être plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, la précarité, c'est que je n'ai aucun moyen pour m'offrir tout cela. Je n'ai qu'une seule stratégie, c'est évidemment me consacrer le plus possible à ce que font les autres, investir dans le développement et dans la promotion de leurs projets sans rien demander en retour, et tout me sera offert en retour. C'est absolument étonnant. Tous ces programmes de formation me seront donnés, tous ces projets me seront donnés. En fait, je prends conscience qu'il est vraiment temps de sortir de cette vision linéaire du monde, comme s'il y avait un début, il y avait une fin, que les choses qui devaient réussir devaient rater, comme si ce monde était dual, les choses sont blanches ou les choses sont noires. Alors certes, ça nous a permis pendant 2 siècles de connaître une évolution de notre intelligence technologique à des niveaux jamais connus, mais à un prix qui pour moi est une régression fondamentale. Nous avons totalement perdu notre capacité d'être connectés à soi d'abord, tellement challengés par ce qui se passe autour de nous, d'être connectés aux autres, d'être connectés à cet environnement que j'avais pourtant énormément pratiqué, et d'être connectés surtout à ce qui nous dépasse et qu'on ne nomme pas. Je décide donc d'ouvrir de nouvelles portes. Il y a le choix de la posture, regardez ces femmes. Il y a le choix de la bonne posture, il y a le choix de la vraie création de richesse, celle qui consiste à vivre ensemble pour développer notre humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire pour moi, c'est rentrer dans ce lâcher-prise conscient de ce que nous pouvons, chacun de nous, percevoir en particulier, en étant dans cette confiance, appartenir à une cohérence, à quelque chose qui tient la route autour de nous. Je vous parle vraiment de cette possibilité de nous reconnaître, ce qui veut dire renaître connecté. La première question sensée de ma vie apparaît. Qui suis-je pour faire ce que j'ai à faire? Y a-t-il une autre question? Et c'est cette question-là qui va m'ouvrir ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence spirituelle. Au-delà de l'intelligence mentale, au-delà de l'intelligence émotionnelle, au-delà de l'intelligence physique, cette intelligence spirituelle. Percevoir que nous sommes chacun totalement uniques est une hypothèse assez intéressante et assez facile à prendre, dans la mesure où, tant que je n'ai pas croisé mon clone au coin d'une rue, je peux croire que je suis une création biologique totalement originale. Donc cette croyance de l'unicité, du caractère totalement unique de ma présence sur Terre, c'est un peu orgueilleux, mais c'est assez pragmatique en même temps. Faire l'hypothèse, percevoir que nous faisons partie d'un tout,
n'est pas aussi simple. N'est pas aussi simple parce qu'il s'agit de sortir de son enveloppe. Et sommes-nous nombreux à être capables, à l'invitation des bouddhistes, de pratiquer cet alignement qui nous mènerait au bonheur, cet alignement entre notre psyché, notre mental, nos émotions et notre corps? Quoi qu'il en soit, je pense que au-delà de notre enveloppe, je pense que c'est une des plus grandes intuitions humaines sur Terre, que nous faisons partie d'un tout, d'une cohérence, de quelque chose qui fait qu'on peut vraiment émettre l'hypothèse que nous appartenons à un même corps. Comme l'oreille et le nez font partie du même visage, mais ils n'ont pas d'yeux pour se voir. Ils ne le savent pas. Il faut un regard extérieur pour le découvrir. L'humanité semble en effet depuis bien longtemps totalement fascinée par sa pratique de la nature, par sa pratique, des cycles de la vie, bien au-delà des religions, du réductionnisme, des réductions opérées par les religions et les idéologies, totalement fascinée par ce tout, par cette cohérence, par ce tout qui s'il est, n'existe pas. Il serait au-delà de ce qui existe, il serait cette intelligence qui crée cette cohérence totalement fascinante. Alors je décide dans ma vie de pratiquer ce qui je croyais jusqu'alors avait été la cause de ma faillite, le papillonnage professionnel. Cette totale disponibilité à ce qui se présente, à ce qui m'est offert. Alors la première viendra d'un ami qui est patron de la Chambre de commerce de la Fédération patronale de Bruxelles, l'équivalent d'une CCI comme ici, sauf que chez nous c'est un modèle privé, ce n'est pas un modèle public, et du MEDEF, les deux fusionnés, où il me sera demandé dans l'équipe de direction de nourrir la mission de cette organisation qui consiste à accompagner les entrepreneurs, l'économie, les entreprises, à développer une profonde richesse pour la société. Ça me convient. Mais en tant qu'indépendant, le papillonnage devient ma priorité, ma disponibilité. J'aurai une autre belle invitation qui me sera faite un peu plus tard, c'est celle d'une fondation européenne spécialisée dans l'innovation et dans son financement, qui m'invitera à sa présidence. Et puis je vais m'ouvrir au dialogue interconvictionnel. Interconfessionnel, interconvictionnel, donc incluant les spiritualités non religieuses. Et je me retrouve en juillet dernier à Doha, au Qatar, invité pour la première semaine du Ramadan, où je suis invité à m'associer aux prêches dans les mosquées. C'était vraiment un concept pour moi, invité à prêcher dans les mosquées, pour développer une idée qui m'est demandée. Il me demande « Qu'est-ce que tu vois quand tu nous regardes ?» C'est une première pour moi, ça c'est certain. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai que mon point de vue. C'est une première pour eux puisque je ne suis pas musulman. Je découvre une abondance incroyable, leur profonde richesse, leur profonde spiritualité, au-delà de tous les clichés, dans un pays et dans un monde que j'avais éjecté de ma carte du monde, comme disait Aline. Quelle abondance, quelle richesse. Ça voudrait dire que, de la même manière dans le coaching, je me lance dans le coaching puisque je me suis formé à ça, dès le moment où j'annonce ma fascination totale, chaque fois que je coach quelqu'un, d'avoir ce privilège de rentrer dans une cohérence totalement originale, dans une intelligence suprême et complexe, où je n'ai rien à conseiller, j'ai juste en fait à tendre le miroir, je me dis c'est incroyable ce que cela signifie pour moi. Le simple fait d'énoncer ma fascination pour le coaching et ce que je reçois quand je coach quelqu'un va faire que le coaching va m'arriver tout seul. Les demandes tombent. Cela voudrait dire que voir l'abondance, parler d'abondance, générerait-elle de l'abondance? Est-ce aussi simple que ça? C'est ma croyance. Nous avons tous la possibilité que nous soyons des entrepreneurs économiques, des entrepreneurs sociaux, des entrepreneurs familiaux. Quand vous regardez cette image, de tourner votre regard. On peut passer d'une perception de limite, une perception de la finitude, une perception de la précarité éventuellement, à une perception de la totale abondance qu'il y a dans cette image.
C'est vraiment un choix. C'est ce qu'on appelle se convertir. Je ne parle pas de religion. Je parle de l'étymologie de ce mot. Ça consiste à tourner ce regard en se connectant à soi, en se connectant aux autres, en se connectant à cet extraordinaire environnement que nous comprenons à peine, en se connectant peut-être à ce tout qui n'existe pas et qui serait au-delà de ce qui existe. Un homme m'a énormément influencé, c'est Jean-Yves Leloup. Par hasard, un homonyme, puisque je m'appelle aussi Leloup. Est-ce qu'il y a des hasards? Je n'en sais rien. Enfin bref, c'est une anecdote. Cet homme nous invite d'abord à expérimenter le plaisir de la vie, à nous connecter par le plaisir offert par nos 5 sens lorsque nous rentrons en contact avec ce qui nous entoure. Et puis il nous dit, au-delà du plaisir, il y a peut-être en fait le bonheur à aller chercher. Le bonheur, c'est cet alignement dont les bouddhistes nous parlaient tout à l'heure, qui consiste tout simplement en fait à aligner nos différents corps, notre psyché, notre mental, notre cœur, nos émotions et notre physique. Et puis il y a une troisième invitation. Au-delà du plaisir, au-delà du bonheur, il y aurait la joie. Et la joie, c'est cette capacité que nous avons à nous lever, à nous mettre en marche, dans ce total lâcher-prise, dans cette totale confiance, en fait, parce qu'on partirait de l'hypothèse qu'on fait partie d'un tout. Et puis il y a une quatrième invitation. Et cette quatrième invitation, c'est au-delà du plaisir, au-delà du bonheur, au-delà de cette joie, il y a cette possibilité, que je n'ai pas expérimentée, de voir au bout du chemin quelque chose. C'est ce que les chrétiens vont appeler la béatitude, un mot que je n'ai jamais compris, la béatitude, ou que l'on pourrait aussi nommer simplement le silence. Vous rendez-vous compte de cette posture éprise de joie, de flexibilité, d'agilité, qui nous permet de rentrer sans aucune barrière dans la totale originalité de la personne qui se présente à moi. C'est juste une libération totale, extraordinairement fondamentale. Alors, tout ce que je vous ai dit, ce n'est pas vrai. Ce sont des croyances. Je pense, et je l'ai lu, je n'ai rien inventé, je pense que nous avons cette profonde liberté de choisir nos croyances. Si je crois que l'homme est bon, je m'ouvre à la rencontre. Or, je sais que des hommes sont dangereux. Donc ce n'est pas vrai. Mon hypothèse n'est pas vraie, mais elle est très porteuse. À l'inverse, si je crois que l'homme est mauvais, je me ferme à la rencontre. Donc ma profonde liberté, elle est là. C'est le choix de mes croyances n'ayant pas accès à la vérité, quoi qu'on en dise. Vous avez vu ces mots? Il s'agit donc de renaître. Il s'agit de nous reconnaître. Ça veut dire de renaître connecté à autre chose que notre petite enveloppe. Il s'agit de nous convertir au sens où je l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire se tourner en se connectant à ce qui est plus large que nous. J'ai lu une étude qui est absolument fascinante. 1,7 million d'employés dans 63 pays ont été interviewés sur une question qui était très simple. Est-ce que vous utilisez vos talents, vos points forts dans votre engagement professionnel? 20% ont dit oui. Merveilleux, non? Quelle abondance! Ça veut dire que sans investir 1 euro en plus, on a 80% de croissance disponible sous la main, à condition de permettre aux gens d'utiliser leurs talents et leurs points forts. Ça, c'est de l'abondance. Voilà. Je voudrais conclure en vous invitant à 2 choses. La première, et elle a été dite par cet homme qui nous a qui a pris énormément de place, je pense, dans nos vies, qu'on le veuille ou pas, c'est cette idée de se lever et de marcher. Ça a été évoqué toute la journée. Lève-toi et marche, comme disait l'autre. Dans cette connexion à soi, dans cette connexion à ses proches, et puis les autres, dans cette connexion à cet environnement extraordinairement merveilleux qui nous entoure, et puis dans cette connexion à ce tout qui n'existe pas, qui est au-delà de ce qui existe, et qu'on a tellement de mal à reconnaître. Et je voudrais aussi vous inviter à quelque chose qui me paraît fondamental pour moi, c'est puissions-nous vraiment faire ce que nous pensons,
penser dans le respect de qui nous sommes profondément, être dans la conscience de ce qui est et qui n'existe pas, même pas peur. Merci beaucoup.